Aujourd'hui, la saison du taureau, quatrième épisode de l'année 2021. Vous écoutez Alchimie du ciel et c'est un vrai plaisir pour nous de vous retrouver, de partager avec vous le ciel de cette saison zodiacale du taureau qui est une nouvelle fois très riche. Bonjour Caroline, bonjour Sophia. Bonjour Thomas, bonjour Caro. Salut à tout le monde. Alors, on a lancé le mois dernier une page Tipeee, hein. Il s'agit d'une plateforme de financement participatif qui permet aux créateurs de contenu comme nous de financer leur création originale. Et si vous écoutez le podcast régulièrement, vous pouvez nous verser un pourboire. Vous décidez vous-même du montant de votre contribution à partir de 1 euro. Et en nous aidant dès aujourd'hui, vous nous permettez d'abord et avant tout d'assurer les coûts de production du podcast et puis, dans un deuxième temps, de vous proposer des épisodes additionnels. Des 3 euros par mois, vous recevrez une publication hebdomadaire et exclusive rédigée par l'un de nous trois en alternance, un texte qui vous permettra de poursuivre le dialogue avec les aspects astrologiques du moment. Mais il faut bien dire qu'on ne parle pas uniquement d'astrologie, les contenus sont variés et souvent le fruit de nos propres recherches et créations, et c'est une porte d'entrée en quelque sorte dans notre laboratoire alchimique personnel que nous vous proposons. Alors, rendez-vous sur notre page Tipeee. Donc, c'est Tipeee, ça s'écrit avec 3 E, fr.tipeee.com/alchimie du ciel, ou tout simplement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Allez, on y va, c'est parti. Alors, après l'impulsion du bélier, la conscience solaire traverse l'archétype du taureau. Elle cherche en quelque sorte à s'établir de façon plus tangible. Et donc, c'est comme si cette intention adolescente, forcément un peu primaire, qui caractérisait le signe du bélier, rencontre la matière, son inertie, dans un besoin de se relier à quelque chose d'organique en accord avec les lois du vivant. Et je vais commencer par ce mot-là, je crois, organique. C'est un mot que j'aime bien pour évoquer le signe du bélier, parce que ce qui est organique pour moi est toujours juste, parce que relié au tout. Pas dans le sens de la justice, mais dans le sens d'une certaine justesse, comment dire, du cosmos qui serait ordonné et harmonieux, que ce soit au niveau macroscopique ou au niveau microscopique. Et il n'y a qu'à voir pour ça la magie du corps humain, ou avec sa capacité d'auto-guérison, auto-régénératrice. Comment est-ce que la nature et les plantes suivent une géométrie sacrée, ou comment est-ce que certaines espèces animales s'organisent, comme les fourmis ou comme les abeilles, en, en société. Et pour moi, qui suis aussi comédien, ce qui est organique, c'est ce qui est relié au centre. C'est un mouvement juste qui n'éclabousse pas vers l'extérieur, mais qui finalement est maîtrisé, et qui garde cette juste connexion à l'intérieur, avec les images, les sensations qui nous traversent. Voilà. C'est ça, je crois, la première image que j'ai de ce signe du taureau. Et vous alors, Caroline et Sophia, un mot, une idée pour introduire l'archétype du bélier? Du taureau, non? Du taureau, pardon. Taureau, je crois aussi que tu as dit tout à l'heure, Bélier. Ah, c'est vrai? Euh, Bah, ouais, je suis encore en mode bélier, tu vois. voilà. Le taureau, on est bien dans la saison du taureau. Pour moi, la beauté, je pense qu'il y a quelque chose avec le taureau qui est d'ailleurs difficile au premier abord, hein, parce que je trouve qu'il y a cette partie dense du taureau très liée à la matière qui peut nous coûter pour certains, liée à l'incarnation. Mais c'est aussi celui qui révèle la beauté dans la forme, hein, parce qu'il y a le scorpion qui est en face, qui vient animer la forme. Euh, et c'est peut-être, je ne sais pas, je trouve ça difficile de parler du taureau, peut-être parce que j'ai autant de planètes en taureau. Mhm. Il y a quelque chose dans cette quête d'habiter la matière, d'habiter le vivant aussi. J'aime bien ce que tu disais par rapport à l'organique. Il y a une forme aussi liée à la contemplation de ce qui est et de ce qui se passe. Et je trouve que c'est un signe qui invite, surtout en ce moment, beaucoup à revenir à l'instant présent, d'en s'habiter pleinement et d'en pouvoir être en connexion avec tous les plans liés à la matière. Et je pense qu'on voit trop des fois la matière comme... je pense que la matière du taureau est aussi très vivante, très vibrante. Elle est très connectée aux élémentaux. C'est pas seulement la terre, c'est l'eau, c'est l'air, c'est le feu, c'est les terres. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil dans cet apprivoisement de la matière. Hein, et que être incarné ou s'habiter, c'est pas seulement lié à bon, je suis bien dans mon corps, je suis bien ancré, je mange bien. Je pense qu'il y a d'autres dimensions et peut-être ce qu'on va explorer comme les aspects astrologiques de ce mois peuvent nous aider aussi à
à connecter peut-être à une profondeur ou un regard nouveau aussi sur ce signe qui est trop facilement associé à l'argent, aux possessions et à la nourriture. Et, ce que vous avez dit va entrer tout à fait en analogie avec ce que j'ai à dire, parce que c'est exactement ça. Moi aussi, ça me fait penser tout de suite terre-mer, nature, rituel, immanence, bien sûr. Et c'est drôle parce que pour moi, le taureau, c'est vraiment un signe immanent, tout comme le scorpion. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur en ce moment parce que l'idée de transcendance et d'immanence est un peu partout dans mes recherches en ce moment. Et en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici dans cette saison lié à ce signe immanent, il y a cet axe immanent, parce que déjà le taureau et le scorpion aussi, c'est-à-dire avec ce contact avec ce qui vient de l'intérieur, avec le mouvement vital, avec le corps, avec ce qui est enraciné, mais qui continue à se transformer, comme tu disais, Caroline, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et nous venons du bélier, le bélier qui est pour moi un signe transcendant, dans un axe transcendant lui aussi. Le taureau me renvoie à ce qui est et à ce qui est créé à partir de cette présence réelle au monde. C'est être ici et maintenant, dans un premier temps, sans espérer quoi que ce soit d'autre, que le fait de se relier au fait de nourrir et de se laisser nourrir, au fait d'expérimenter la sensualité, d'être en lien avec le monde, c'est-à-dire d'utiliser les sens, d'utiliser les sensations pour être au monde et pas uniquement la pensée, le sentiment ou l'intuition. Voilà, c'est ça qui me vient quand je pense au taureau, ce signe en face de mon soleil. Magnifique. Et dans la continuité de ce qu'on a pu dire là, on discutera tout à l'heure du thème habiter l'anima, mystérieuse appellation, mais que nous éclaircirons tout à l'heure. À présent, regardons peut-être les aspects astrologiques de cette saison du Taureau 2021. Le soleil traversera ce signe donc, du 20 avril au 20 mai, mettant en valeur peut-être, on pourrait dire, alors on parlera peut-être de cette appellation, mais le féminin archétypal avec Vénus, bien sûr, qui se trouve en domicile en plus chez elle en Taureau depuis le 15 avril. La Lune, exaltée dans ce signe du Taureau, dont nous allons suivre le cycle complet de la nouvelle lune à la pleine lune, à la nouvelle lune suivante. Et puis, peut-être de l'autre côté, les planètes du masculin archétypal, on pourrait dire, qui ne sont pas forcément les plus à l'aise là où elles sont. On a Mars, le guerrier du Bélier, dont on avait parlé dans l'épisode précédent, qui fait son entrée en Cancer le 24 avril, et puis Uranus qui traverse le Taureau depuis 2018 et qui est à l'honneur cette année dans ce carré avec Uranus, dont nous avons beaucoup parlé dans les deux premiers, avec Saturne, dont nous avons, disons que c'est la journée des confusions, dont nous avons beaucoup parlé dans les deux premiers épisodes. Et puis ce qui est intéressant, c'est que Mars et Uranus sont tous les deux dans des signes en chute, où ils sont traditionnellement en chute dans les deux signes respectifs où ils se trouvent. On verra peut-être après ce que cela implique. Voilà en tout cas le matériel et nos ingrédients, si je puis dire, que nous avons à notre disposition. Nous allons donc vous proposer notre alchimie du ciel du 20 avril au 20 mai. Alors, je vais commencer. Et je vais commencer par l'idée que finalement, cette entrée dans la saison du Taureau, elle est très solaire pour moi. Il y a la conjonction Soleil-Mercure qui vient tout juste d'avoir lieu à la toute fin du signe du Bélier. On sort en quelque sorte de cette saison du Bélier où le Soleil est exalté et cette conscience est large, illimitée, représentée par ce sigle du Bélier qui est un cercle, symbole de l'unité, et qui cherche avec Mercure peut-être un canal d'expression renouvelé, des idées nouvelles, des intuitions, des réflexions qui sont nées dans nos têtes, certaines paroles qui ont été livrées, libérées par la confrontation avec les profondeurs parfois, celles des autres aussi.
Et puis, tout à coup, c'est comme si cette pureté subjective, verticale, transcendante, dont tu parlais, Sophia, devait faire œuvre temporelle, devait s'inscrire dans la matière, confronter les formes actuelles de nos vies, au premier lieu desquelles nos relations affectives, nos relations familiales, pour que cette matière reste vivante et que de nouvelles formes puissent apparaître et voir le jour. Euh, et ce qui m'intéresse, moi, au moment de l'entrée du soleil en taureau, c'est que le premier quartier de lune est en lion. Et la lune, donc dans un signe très solaire, et la lune est conjointe à une planète hypothétique qui s'appelle Vulcain. C'est un point, en quelque sorte, un point un peu fictif que certains astrologues ont pu identifier. Mais je trouve que là, la symbolique est très forte parce que Vulcain et Héphaïstos est associé aussi au signe du taureau. C'est le forgeron des dieux. C'est celui qui connaît la vie de la matière. Il fabrique les bijoux et les armes pour les dieux à partir de matières premières. Il est celui qui va détruire les formes et en souffler des nouvelles. C'est un peu, je trouve, un alchimiste, finalement, qui, dans sa grande forge des profondeurs, va faire naître de l'immanence de nouvelles formes. Et ça ne va pas sans rappeler, je trouve, les aspects à Pluton que l'on quitte à la fin du signe du Bélier. Et ce qui est intéressant, c'est que Héphaïstos, c'est l'époux d'Aphrodite, notre Vénus, hein, qui est à l'honneur dans le signe du taureau. Aphrodite, la plus belle des déesses, née du ciel étoilé, qui se révèle dans la beauté des formes que nous créons. Et pourquoi est-ce que ces formes sont belles? Elles sont belles parce qu'elles sont vivantes. Vénus en taureau, c'est cette Vénus Pandémos qui révèle sa beauté dans le plaisir des sens, des 5 sens, celle qui sait jouir des choses éphémères. Alors, on a parlé du rapport à la nourriture, à la nature, au plaisir, qui n'est pas exclusif, mais en tout cas, quelque chose s'épanouit dans la création organique, dans l'idée de mettre au monde quelque chose qui soit beau et qui soit harmonieux, en accord avec la totalité, je crois. Et moi, ce qui m'intéresse là, au moment de ces aspects que je vais introduire, je vais y venir, mais c'est qu'on ne sait pas toujours ce qui va naître. On ne sait pas toujours, lorsque l'on crée, ce que l'on va créer. On ne sait pas toujours aussi comment est-ce que les formes que nous créons vont évoluer avec le temps, que ce soit une œuvre ou que ce soit une relation. Et si je reviens à Héphaïstos, il a été rejeté 2 fois de l'Olympe. Lorsqu'il est né, Héra, sa mère, l'a jeté par-dessus bord tellement il était vilain et il s'est cassé un premier pied. Et puis, 9 années plus tard, il assiste à une dispute entre Zeus et Héra et il prend le parti de sa mère et son père le jette à nouveau et il se casse le 2e pied. Donc, il est représenté par des béquilles. C'est en quelque sorte le dieu qui boite, le dieu boiteux. Et j'ai lu quelque chose que Lubigé disait. Il disait que finalement, Héphaïstos représentait les lieux de souffrance de cette Vénus, qui sont la honte de la laideur et la peur de la discorde. Et je trouve ça intéressant parce que je pense que d'une manière ou d'une autre, ces 2 souffrances, la honte de la laideur et la peur de la discorde, peuvent être réveillées à l'occasion des aspects de confrontation avec Uranus des 23, 24 et 25 avril. Nous avons une triple conjonction, Vénus, Mercure, Uranus, qui se fait au carré de la planète Saturne, l'aspect phare de cette année dont on a parlé dans les 2 premiers épisodes. Et j'y vois, moi, 3 risques. Ne jamais créer, ne jamais s'exprimer par peur de la part de laideur et du rejet que sa création pourrait, de ce qui pourrait advenir de sa création. S'accrocher à des formes périmées, à des engagements étouffants par peur de la discorde ou de la perte. Refuser de s'engager au nom de la préservation d'une autonomie et d'une entièreté, d'une intégrité par rapport à nos valeurs. Rester en fait au niveau de l'idée, du concept,
dans cette transcendance verticale que rien ne peut ébranler, mais qui oublie peut-être cette immanence dont tu parlais, ce cycle de la vie, cette rencontre avec l'autre, et qui suppose peut-être certains compromis. On l'a dit, les formes de nos vies, je crois qu'elles sont belles parce qu'elles sont vivantes, parce qu'elles sont imparfaites. Et je crois que c'est tout ce dialogue-là, en fait, qui va être réveillé par ces aspects. Certains engagements qui pourront être revus dans un juste équilibre entre ce qui doit être libéré avec Uranus et les obligations qui devront être honorées. Certaines contraintes qui parfois sont source de créativité aussi. Parce que les résistances extérieures peuvent forger, peuvent nous permettre de souffler les plus belles créations de nos vies. Ça peut être aussi avec Uranus des aspects de surprise, de crise, d'inattendu, qui nécessiteront un dialogue et de la tempérance. Il y a un quinconce qui se forme d'ailleurs avec une lune qui est en balance. Donc il y aura peut-être quelque chose à équilibrer quelque part. C'est en tout cas des aspects qui ont pour moi un potentiel de libération important. À un moment peut-être de l'année où l'on est le plus en connexion avec une vérité intérieure, avec une conscience d'une potentialité qui pourra être exprimée. C'est peut-être le moment aussi dans cette rencontre entre Vénus et Uranus, où la Vénus taureau se rappelle qu'elle est fille d'Uranos, le ciel étoilé, dans ce signe du taureau qui relie l'esprit et la matière. Et peut-être que de la tension entre ces deux principes, entre cette transcendance prométhéenne et cette immanence du taureau peut naître de belles choses. Voilà. Parce qu'en fait, moi, ce que je trouve intéressant, et je finirai par là, c'est que Uranos, il est castré par Chronos pour que la vie puisse advenir. Et de ça naît Vénus, qui va mettre en forme les désirs impétueux, en quelque sorte, d'Uranos. Tout comme, en quelque sorte, nos rêves viennent équilibrer notre activité psychique. Et en même temps, si Vénus perd le contact avec Uranos, elle est aliénée par la matière. Elle s'enferme dans un matérialisme qui nie toute quête intérieure. Et au niveau sociétal, c'est le consumérisme, l'industrie agroalimentaire, la course à la technologie déconnectée des besoins réels. Autant de signes pour moi d'une perte de contact avec le ciel étoilé. Et donc, c'est un aspect aussi au niveau collectif qui pourra entraîner peut-être certains débats ou une certaine vision de la société à défendre, ou certaines valeurs à protéger, à renouveler, à reforger, à ressouffler. Et tu avais terminé, Sophia, par une question la dernière fois, qui ou quoi es-tu prêt à être à la fin de la saison du Bélier? Et moi, j'ai envie de vous poser la question suivante. Maintenant que tu sais, es-tu prêt à oser, à affirmer ta différence? Au risque de la honte parfois, mais si toi, tu n'exprimes pas ce qu'il y a de plus singulier en toi, alors qui le fera à ta place? Belle question. Voilà pour moi. Alors, si on suit un peu le cycle de la lunaison, hein, donc là, moi, j'ai parlé de ce moment de premier quartier. On en arrive ensuite à la pleine lune du 27 avril, Sophia. Voilà, la pleine lune en Scorpion, qui vient après la nouvelle lune du Bélier du 12 avril, qui était déjà très Scorpion d'une certaine manière, parce que Vénus était au carré de Pluton, et aussi parce qu'en fait, puisque la lune c'était en Bélier, on contacte l'autre côté de Mars aussi. Donc celui de l'appel, celui de la pulsion de vie, celui de la transcendance. Donc il y avait déjà une crise qui réveillait des désirs pour mieux les questionner et s'en détacher, pour mieux ouvrir aussi aux forces immanentes. Donc, en fait, j'ai écrit un article sur tout le cycle de Vénus-Pluton qui est valable d'ailleurs pour toute cette année parce que le cycle va
voilà, il a commencé en janvier dernier et il va continuer à évoluer tout au long de l'année. Et cet article, il est disponible sur Tipeee si vous souhaitez travailler avec ce cycle-là, qui est très important et puissant cette année parce qu'en fait, à la fin de l'année, Vénus va rétrograder justement à côté de Pluton. Donc, c'est intéressant de travailler peut-être encore plus fortement cette année avec ce cycle-là que les autres années parce que justement, il va y avoir voilà, cette conjonction. Je crois qu'elle se fera 2 fois à la fin de l'année aussi avec Pluton. Donc, importante. Et donc, ça veut dire que cette première impulsion de la nouvelle lune, donc en bélier le 12 avril, s'est transformée en une pleine lune qui viendra maintenant continuer, puisque toi, tu as déjà commencé à parler, Thomas, du carré de Saturne-Uranus qui a été maintenant activé par Mercure, Vénus et Uranus, justement. Donc, ce carré qui est avec nous toute cette année et une bonne partie de l'année prochaine aussi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir au moment de cette pleine lune ce qu'on appelle un carré en T, c'est-à-dire qu'il va y avoir un triangle qui va se former entre le signe du Taureau en face avec le Scorpion et avec le Verseau. Et donc, ça viendra activer la croix des signes fixes. Et en fait, il y a quelques années, j'avais une prof d'astrologie qui me disait toujours que pour soulager la tension d'un carré en T, il faut aller voir du côté du seul signe de la croix qui ne reçoit pas d'aspect. Parce que, disait-elle, c'est ce qui manque à cette forme géométrique pour se stabiliser. Mais c'est une énergie que nous devrons activer, c'est-à-dire qu'elle n'est pas... c'est-à-dire que comme il n'y a pas d'aspect, elle ne nous saute pas aux yeux comme ça. Il va falloir y aller, il va falloir entrer et l'utiliser de manière consciente. Et ici, puisque c'est la croix des signes fixes, je viens de parler Taureau, Scorpion, Verseau, celui qui reste, c'est le Lion. Donc, ça veut dire que les énergies de feu sont manquantes dans cet aspect au moment de la pleine lune. Et ce sont justement ces énergies de pulsion de vie, d'élan, d'indépendance, de courage, de volonté. Mais comme c'est spécifique au signe du Lion, on va rajouter aussi des énergies d'authenticité, de souveraineté, de créativité, qui vont devoir, d'une manière ou d'une autre, être réveillées en nous. Soit parce que l'extérieur va nous amener à se positionner par rapport à ça, ou alors c'est nous-mêmes qui allons, et ça serait d'ailleurs de manière... ça serait mieux de le faire par nous-mêmes de manière consciente. Comme c'est une pleine lune dans un signe d'eau, gouverné par Mars, et on vient de dire d'ailleurs que Mars vient d'entrer dans le signe du Cancer, un autre signe d'eau. Donc d'ailleurs, déjà là, on voit qu'il y a une réception mutuelle, c'est-à-dire que la Lune qui gouverne le Cancer est dans le signe du Scorpion, et Mars qui gouverne le Scorpion est dans le signe du Cancer, c'est-à-dire le signe de la Lune. Donc, ils sont en réception mutuelle, ça veut dire qu'ils sont dans un aspect il y a une certaine fluidité dans ce qui se joue à ce moment-là. Juste quelques jours avant la pleine lune, c'était le 23 au 24, hein, c'est ça, Mars est entré donc dans le signe du Cancer, où les émotions, bien sûr, elles sont plus fortes. Et d'ailleurs, donc, la pleine lune, c'est une pleine lune dans un signe d'eau, Scorpion aussi. Donc, on voit bien que nos émotions, notre sensibilité, elle va être assez présente. Et aussi parce que le Soleil sera conjoint à Uranus, planète aussi du changement et des surprises aussi, comme tu disais tout à l'heure, Thomas. Donc, nous pourrons être... ou en tout cas, nous pourrons peut-être ressentir en nous et autour de nous des comportements un peu passifs-agressifs aussi, de forts élans créateurs, c'est vrai, mais qui doivent sans cesse être un peu rabotés ou alors ramenés à la réalité du moment, parce qu'il ne faut pas oublier que donc Mars est en Cancer, et Cancer, oui, c'est un signe d'eau, c'est vrai. Mars est en chute ici, chute, hein, c'est ça. Donc, ça veut dire que quand on pense comme ça,
on peut peut-être voir une énergie peut-être plus affaiblie. Ce n'est pas le cas parce que c'est juste qu'il va falloir travailler autrement avec cette énergie-là. Et il ne faut pas oublier aussi que le signe du cancer, c'est un signe cardinal. Donc, il y a un besoin d'initiative, d'initier, de mettre quelque chose en marche. Mais c'est vrai que Mars en cancer cherchera à être plutôt, comment dire, il cherchera plutôt à défendre qu'à aller de l'avant dans le sens de commencer quelque chose ou de commencer une guerre, on va dire, mais plutôt dans le sens de chercher peut-être à défendre ce qu'il a déjà ou à protéger ce qui lui tient le plus à cœur, ou un certain sentiment de sécurité qui lui est connu déjà. Alors c'est vrai que la pleine lune en Scorpion amène quelque chose à culmination puisque c'est une pleine lune, et face à Uranus en Taureau, nous aurons peut-être à questionner, à confronter ou à devoir trancher aussi certains attachements qui sont forts. Saturne de l'autre côté peut nous aider aussi à décider sur ce qui est toujours ou ce qui n'est plus du tout nécessaire pour notre structure individuelle ou collective. Et ce qui ne sera plus valable ni nécessaire, bien sûr, la Lune, elle va nous confronter avec la capacité ou pas qui sera la nôtre à ce moment-là à nous détacher de ces attachements, ou en tout cas de se confronter à la possibilité du détachement déjà, même avant d'aller vers une action précise. Mars en cancer nous parle d'avoir le courage de ressentir ces émotions et d'entrer en gestation avec elles, d'accepter le mouvement cyclique de la vie, d'accepter aussi le mouvement cyclique en soi. Et ça, c'est quelque chose qui me parle très fort parce que, moi, j'ai un Mars de cancer de naissance, rétrograde. Donc, c'est vrai que l'énergie du fer, j'ai dû apprendre à faire, justement, avec un autre type d'énergie qui n'est pas peut-être celle de tout le monde. Et à comprendre que Mars en cancer, oui, c'est repenser l'énergie autrement, comment l'utiliser autrement à travers les émotions. D'abord, ressentir les choses pour ensuite les valider vers une action à venir. Mais d'abord, il faut vraiment le ressentir. Il faut savoir si c'est juste pour soi ou pas, si c'est juste pour ce moment-là ou pas. Alors, cette pleine lune, je la vois vraiment comme un moment qui est à la fois... qui va à la fois le défier un peu avec Saturne et Uranus parce qu'on va peut-être se retrouver dans un moment charnière où on va être confronté avec un mouvement d'aller-retour, de j'ose pas. Mais bien sûr, tout moment de transition implique forcément que nous devons traverser un seuil. Donc, je trouve que cette pleine lune, étant donné que c'est un moment de culmination, elle parle beaucoup de ça aussi, de peut-être ce qui était là, la nouvelle lune en bélier du 12 avril, qui posait question. Et maintenant, il va falloir peut-être commencer à traverser ce seuil, parce que nous quittons quelque chose avec cette pleine lune en Scorpion, pour nous ouvrir à une autre, comme toujours. Mais c'est plutôt ici, je pense, l'idée de travailler avec ces attachements. Comment est-ce que ces attachements sont en train de nous empêcher, ou peut-être il y a une autre façon de les voir aussi, ces attachements. C'est pour ça le Mars en cancer. Donc, et peut-être aussi de voir qu'est-ce qui est sous notre contrôle, qu'est-ce qui ne peut pas l'être, et avec lequel il va falloir qu'on fasse la paix aussi, pour ne pas être toujours justement en guerre, ou alors au contraire dans un sentiment d'impuissance. Parce qu'un Mars en cancer peut aussi se sentir parfois très impuissant, dans le sens qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il a envie de faire, ou ce qu'il s'est dit qu'il allait faire. Il y a cette envie cardinale du cancer, mais voilà, qui doit passer par d'autres moyens. Voilà. Magnifique. Le dernier quartier de lune se fera le 4 mai en conjonction avec Saturne à 13 degrés du Verseau. C'est assez intéressant, je trouve, dans la lignée de ce que tu as pu dire, Sophia, et de cette tension qui peut immobiliser parfois, ou en tout cas rendre plus difficile l'action.
Et puis, nous serons ensuite en nouvelle lune, hein, la nouvelle lune taureau du 12 mai à 21 degrés, Caroline. Donc oui, la nouvelle lune en taureau, qui a cette particularité d'être conjointe. Alors ça dépend à la lune noire moyenne, hein, ça dépend laquelle vous utilisez. Et donc, ce qui est assez particulier, hein, c'est que la lune, donc elle se fait à 21 degrés et la lune noire est à 22 degrés du taureau. Hein. Donc on a, je trouve que c'est toujours difficile de saisir la lune noire. Est-ce qu'elle peut... Déjà, une nouvelle lune en taureau, il y a quelque chose, comme tu le disais, Sophia, par rapport aux formes, hein, à la nouveauté de la forme qui redémarre. Mais je trouve que la lune noire va lui donner une dimension qui est déjà propre à une lune noire, puisqu'on appelle aussi une lune noire la nouvelle lune, puisqu'on ne voit pas de lune dans le ciel. Et la lune noire, elle nous plonge, je trouve aussi dans... Je crois que c'est René Leboeuf qui dit c'est le noyau inconscient de l'être. Et je sais qu'elle fascine à la fois autant qu'elle répulse cette lune noire. Hein. On associe souvent à l'archétype de Lilith, qui peut être à la fois cette démon femelle qui castre les hommes, qui dévore ses enfants, qui s'exile. Et moi, je vois toujours cet archétype lié au féminin insoumis, on pourrait dire. On était aussi sur ce qu'on disait habiter l'anima par la suite, comme quelque chose qu'on doit réapatrier en nous. Et ce qui veut peut-être dire qu'on aura l'occasion dans cette nouvelle lune en taureau de toucher dans nos corps peut-être cette lune noire qui souvent est absente. On dit même qu'elle est absente et plein. La lune noire est vraiment au-delà de toutes nos ambiguïtés. Elle est difficile à saisir avec quelque part le prisme de la dualité ou le prisme de la connaissance. On dit parfois que c'est la métaphysique d'un thème. Et je trouve que le fait qu'aussi Uranus soit pas loin, ça donne quand même à toutes ces énergies qui sont en taureau dans cette année aussi une dimension qui va nous parler de l'insoumission. Peut-être pas de la rébellion, mais comment on peut être insoumis à certains schémas, à certains chaînes, peut-être à des chaînes intérieures, puisque la lune noire va nous parler de ses désirs, et dans le taureau, on est aussi dans le signe du désir, dans qu'est-ce que je désire, qui n'est pas forcément une aspiration, mais qui peut aussi m'enchaîner. Hein, qui peut aussi m'enchaîner à la matière. Et on dit qu'elle a chuté, Lilith, parce qu'elle est... elle ne veut pas, elle ne veut plus, comme tu disais très joliment, Thomas, elle ne veut pas être fécondée, on ne veut pas être fécondé par le ciel, mais elle refuse aussi cette dimension du ciel, de la connaissance, qui serait un peu symbolisée par Adam, hein, dans la mythologie. Lilith préfère s'exiler plutôt que d'être dominée par Adam. Et on disait que c'était la femme première, que c'était la femme originelle finalement qui fécondait et qui avait une fécondité sans fin. Dans certaines, vous trouverez plein de textes là-dessus. Et je trouve intéressant qu'elle soit là dans cette nouvelle lune qui nous parle peut-être dans un moment tellement crucial pour notre humanité de régénérer certaines formes et comment peut-être on doit aller voir ce démon femelle en soi ou peut-être dans... Je ne sais pas pourquoi ce matin j'ai vu quelque chose sur Internet, c'était sur... je ne sais plus si c'était dans le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux et il lui disait qu'il n'aimait pas l'anneau parce que c'était les forces obscures et qu'il sentait qu'il le voulait. Et puis il y a Gandalf qui lui dit mais il existe d'autres forces dans ce monde. Je trouvais ça beau qu'il n'y a pas que les forces de l'obscurité. Il existe aussi d'autres forces. Et je trouve que la lune noire, elle va nous pousser aussi à aller explorer ces endroits où on a tellement peur et où on désire tellement, mais pour transformer quelque chose, pour à la fois nous libérer, enfin, c'est même pas nous libérer de nos attachements, je pense qu'elle est même au-delà, je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots, elle est même au-delà de cette liberté de l'attachement, elle est dans un tel absolu qui lui fait mal et qui lui crève les yeux, qu'elle préfère se réfugier dans un monde parallèle où elle s'engendre avec Samaël qui est l'ange déchu. Je trouve que c'est fort. Et on dit d'ailleurs que parfois ils vivent dans un monde parallèle et elle visiterait le soir les hommes et elle viendrait leur voler le sémen. Et donc le sémen fécondant justement d'Uranos, d'où est né Vénus. Donc, on peut aller, si on va dans les mythes et les symboles, ça nous raconte quelque chose que je pense qu'on ne peut pas saisir et on ne peut pas saisir avec les mots. Et peut-être aussi quand on est dans l'énergie du taureau, c'est quelque chose qu'on peut sentir avec nos sens. Je pense qu'on peut sentir justement cette lune noire comme étant aussi des fois d'aller dans ces ombres les plus profondes de l'angoisse existentielle. Hein. Beaucoup de textes d'astrologie, des personnes avec une forte lune noire sont souvent au bord ou au bord du suicide ou ont commis le suicide. C'est la fragilité entre... On parlait du mouvement de la vie, mais je pense que
la lune noire, dans son hyper-conscience de la vie, peut en arriver à vouloir sortir du cycle de la vie ou de s'échapper quelque part de ça. Et ce qui m'intéresse aussi dans cette nouvelle lune, j'aime bien les archétypes féminins, c'est que Vesta, qui représente parfois la prêtresse, qui représente surtout la présence à soi, sera en carré au nœud lunaire. Et pareil, ça reprend aussi, je crois que c'est plus en astrologie évolutive, une planète en carré est comme un skip step, une étape manquée, donc quelque chose comme une énergie qu'on doit en quelque sorte rapatrier. Et ça m'a fait penser en plus quand tu parlais du T carré où il y avait le lion, je me disais peut-être qu'il y a quelque chose qui est dans les symboles de cette carte de nouvelle lune qui se répète un petit peu, qui est ce besoin de se recentrer. Mais on peut imaginer que comme il y a la lune noire à côté, ce qui va sortir ou ce qu'on va aller toucher très 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 profond pour justement accoucher de quelque chose de nouveau peut nous faire toucher à la fois, j'allais dire, l'absolu comme ce à quoi on aspire, on a tellement peur et peut-être qu'on va être obligé d'y aller. Ça me fait aussi penser au courage de Mars dont tu évoquais ou ce que tu évoquais aussi Thomas. Il y a peut-être ce besoin d'aller oser être justement qui on est, mais en ayant... c'est même plus, ça devient même plus mental avec toute cette nouvelle lune en taureau ou la lune noire. C'est même plus une idée. Même s'il y a eu l'idée d'Uranus, même s'il y a eu le concept, même si on s'est libéré de nos chaînes, de nos traumas, là, il y a le défi de l'incarner vraiment, mais une incarnation qui nous viendrait pas seulement que d'une aspiration au ciel, qui serait redescendue dans notre matière, tout en pouvant soutenir l'ambiguïté que notre matière n'est que poussière quelque part, qui est toute l'ambiguïté aussi du taureau, qui nous ramène toujours à cet humus, à la terre, en fait. Voire qui vient d'en bas, c'est-à-dire qui vient des entrailles, on ne savait pas que c'était là, et pour autant, ça vient jaillir, quoi. Et c'est peut-être justement la rencontre entre ce qui vient d'en haut et ce qui pousse d'en bas. Et il y a deux forces contraires comme ça qui sont en affrontement. Et c'est peut-être... en tout cas, et qui se complètent. Ouais. L'une ne peut pas exister sans l'autre, forcément. Ouais. Mais c'est très beau. Alors, donc nous avons décidé de discuter du thème habiter l'anima, qui est un thème, vous verrez, qui est très lié à ces différents aspects. Et tu voulais introduire peut-être l'anima, Sophia. Alors, on a choisi ce thème, habiter l'anima. Et l'anima, pour moi, en fait, me renvoie toujours et avant tout à la notion d'âme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le mot anima, en italien, veut dire âme, en fait. Et c'est une des langues que je parle, alors c'est vrai que c'est celle qui me vient toujours, c'est pour ça que ça me vient toujours en tête. Et puis, en allant chercher l'étymologie de ce mot anima, il vient du mot animare, qui veut dire animer, et qui est aussi la même racine du mot animal. Donc, animer, c'est, je le vois comme cette mise en mouvement. L'âme met en mouvement l'être qui devient vivant. Être vivant, c'est être un animal parce que l'on a une âme, en fait. Habiter l'âme me fait penser que rien n'existe par ou pour soi-même parce que tout est systémique. Tout doit être considéré dans son ensemble. Que notre anima, notre âme est forcément reliée à toutes les autres âmes par l'anima mundi, l'âme du monde. Et en même temps, c'est ce que tu disais là, Thomas, dans le sens de voilà, ce côté transcendant qui se relie à l'immanence, c'est ça aussi, d'une certaine manière. Il y a un point au milieu où tout se rejoint, en fait, et tout devient vivant. Et hier, je réfléchissais sur la saison du taureau, et bien sûr, celle qui vient après celle du bélier, et sa personnalisation. Et je n'avais jamais fait le lien, ou fait attention d'ailleurs. Est-ce que vous avez remarqué que le bélier est entouré de Vénus, en fait, en face par la balance, dans le sens de la roue zodiacale sur le côté évolutif par le taureau, et par ce côté involutif aussi en poisson, parce que c'est le signe d'exaltation de Vénus. C'est drôle, non ? C'est intéressant. Oui. C'est-à-dire, où que l'on aille,
où que l'on aille, on doit passer par Vénus, celle qui met en relation les choses, les êtres et les choses. Alors, peut-être que habiter l'anima, c'est aussi ça. C'est entrer constamment en relation avec soi-même déjà, avec les autres, avec tous les êtres vivants, avec le monde. L'humanité a passé tellement de temps à se projeter dans une force extérieure en attente d'être sauvée de sa propre mortalité. Et on a aujourd'hui les dégâts de ce que cela a pu causer aussi, cette projection-là. Ce qui a conduit d'ailleurs à une désacralisation de la Terre et du lien qui nous unit à elle et à tous les êtres vivants. Et la réparation de ce lien est, je pense, aujourd'hui la seule solution pour les maux qui nous rongent d'une certaine manière. Et ça consiste à revenir habiter l'âme. Et pour ça, il nous faut descendre en nous-mêmes et pas seulement regarder à l'extérieur. Il nous faut faire cohabiter transcendance et immanence et non plus les séparer, non plus les opposer. Et d'ailleurs, de toute façon, quand on pense au principe que Jung, au principe d'Héraclite, que Jung en a beaucoup parlé, hein, l'énantiandromie, ça veut dire que tout ce qui est va devenir son contraire. Donc la transcendance devient immanence et vice-versa. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Peut-être juste aussi laisser juste cette idée que âme, nature, féminin, aux yeux de la société, c'est le même combat d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a renié tout ça. On a renié l'âme, on a renié la nature, on a renié le féminin. Et donc, ce sont ces forces-là qu'il nous faut aller habiter pour pouvoir quelque part devenir qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire des vivants parmi les vivants et respecter tout ce qui vit dans cette terre. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis l'une ne peut aller sans l'autre et finalement, quand l'une disparaît, elle appelle avec force l'autre. Voilà. Et ce que je trouve intéressant, et dans ce que tu disais aussi, Caroline, c'est que ce féminin a été en quelque sorte exilé de nos consciences, a été annihilé, a été oublié. Et je crois que, sans offense aucune, mais la religion chrétienne est quand même, enfin en tout cas, les monothéistes, le culte catholique et les monothéismes sont quand même l'expression de ça, où le féminin n'a plus aucun rôle au sein de l'Église. C'est quand même pour moi le symbole d'une société patriarcale, quoi. Et quand on remonte un peu, parce que ça vient pas que des monothéistes, si on regarde la religion civique des Grecs, c'est une religion qui voit le triomphe de la raison, qui met à distance les divinités infernales et voilà, et de l'ombre et des enfers. Et c'est symbolisé ça par Athéna, par cette figure d'Athéna qui sort de la tête de Zeus, née du père, sa mère avalée par Zeus. Alors, je crois qu'il y a un nécessaire ordre qui a été indispensable. Et moi, je pense toujours à ma prof de yoga qui nous disait mais toujours la main droite sur la main gauche. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il faut toujours que le cerveau gauche borne le côté droit émotionnel qui peut être débordant. Et ça, je crois que ça a une certaine justesse. Mais en même temps, c'est comme si on avait perdu complètement ce lien avec ces divinités chtoniennes. Or, tous les dieux, en fait, avaient un visage chtonien, qui soit symbolisé par une divinité jumelle, par un père et son fils, Zeus et Dionysos, une mère et sa fille, Déméter et Perséphone. La même figure qui a deux visages. Et ces divinités-là, elles étaient célébrées dans les cultes à mystère. Le plus célèbre, c'est le culte d'Éleusis, qui célèbre les deux déesses, Déméter et Perséphone. Et je crois que c'est important dans ce moment où l'on repense justement notre positionnement face à tout ça. Et d'abord, nous aussi, en tant qu'astrologues, en tant que symbolistes peut-être, comment et quel langage est-ce qu'on utilise? Est-ce que l'on parle de féminin masculin, ou est-ce qu'on va vers un autre langage transcendant, immanent, céleste, chtonien? On a, je crois, une certaine responsabilité et qui impacte la lecture astrologique et la lecture psychologique
que l'on peut faire de nos vies, d'un thème et d'une personne. Voilà. Donc habiter l'anima, c'est aussi, je pourrais dire maintenant, habiter avec des mots et avec un langage qui soit renouvelé, qui soit différent, qui ne soit pas une création... une création prométhéenne qui ne vient de nulle part. C'est juste rapatrier, comme tu disais, Caroline, revenir à quelque chose de plus archaïque, de plus profond, et qui a été oublié et qui a été nié. Mais le féminin et le masculin, en astrologie, c'est le féminin et le masculin archaïque. C'est juste après dans notre... voilà, oui, c'est pas genré. Voilà, bien sûr. Mais c'est difficile, c'est vrai que c'est difficile. C'est ça qui est difficile, en fait. Oui, mais parce qu'on dit souvent que quand même le soleil, c'est le masculin, le féminin, la lune. Or, lorsqu'on regarde des dieux égyptiens, par exemple, il y a une fluidité. Il peut y avoir des déesses solaires et des dieux lunaires. Donc, est-ce qu'en accolant ces épithètes masculins et féminins, on ne trahit pas en quelque sorte aussi ce qu'ils sont, ou en tout cas, on n'entretient pas une certaine confusion avec le genre. Oui, mais l'idée, c'est aussi... on a voulu s'asseoir sur quelque chose et de la rendre la seule voie. On a arrêté le mouvement. Le problème, je pense qu'il est là. C'est qu'on on ne veut plus être dans le mouvement des choses, même le mouvement des saisons qui nous rappelle tout le temps que tout se transforme, tout change. Et c'est ça l'énantiodromie de ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment ce principe-là. Tout devient son contraire. Et si on oublie ça, je pense que c'est là et toute la difficulté et puis le danger, il vient de là. Oui. Puis on ne peut pas parler d'anima aussi sans parler du concept de Jung quand même, oui. Qui même après, s'il est un peu revisité entre cet anima qui va avec l'animus. Moi, ça m'avait toujours marqué, c'est un livre de Robert Johnson sur le mythe de Tristan Iseult, sur cette quête. Alors, il le présente dans le mythe à l'inverse, Tristan qui est dans cette quête de son anima. Donc, il y a une Iseult céleste et une Iseult terrestre. Et en fait, à tellement vouloir chercher l'Iseult céleste, qui en fait, en lui, il ne peut pas faire la rencontre de l'Iseult terrestre. Qu'il y a aussi cette... Et donc, on va après parler de tout ce qui se joue des fois dans les projections, de cette quête de l'autre, qui est quelque chose en soi, et tant que finalement, on n'a pas aussi rapatrié ces parties-là en nous. Et pareil, je pense que suivant nos incarnations ou nos personnalités, et je pense que ça va même au-delà dans quel genre on s'est incarné, on a à quelque part à réapatrier certaines qualités qu'on vit beaucoup. C'est pour ça peut-être qu'on a une maison 7 aussi en astrologie, ou une maison 8, mais on vit aussi beaucoup ces qualités dans l'extériorité. Et peut-être que aussi, je trouve que habiter cet anima, finalement, c'est... Là, on parle d'une qualité, mais on a tous, je trouve, ce mouvement à... Je sais pas. Oui. Et donc, en fait, Caroline, si on clarifie peut-être un petit peu pour les personnes qui nous écoutent ce que c'est que l'anima et que l'animus, comment est-ce que tu les définirais en quelque sorte dans un sens jungien? Je crois que dans le sens jungien, c'est par exemple, donc moi, comme je suis incarnée dans un genre de femme, c'est l'animus, donc c'est la quête de l'homme à l'extérieur. Il a été critiqué après ça, on a un peu remodernisé, justement à cause de cette chose de genre. Et l'homme chercherait son anima qui apparaîtrait. Et pour lui, ça apparaît dans les rêves, ça apparaissait dans beaucoup le livre rouge de Jung. Il y a toutes ces figures, justement, de l'anima, donc très proche de l'âme. Et c'est d'ailleurs, je crois, la critique un petit peu qu'on lui a fait après, c'était, par contre, l'animus est souvent présenté, c'est pas ces belles femmes toutes... c'était plus quelque chose. Enfin, les figures de l'animus, c'était plus lié à la violence ou à des choses plus. Je crois qu'il j'avais des choses comme ça. Mais on pourrait considérer. Je trouve que c'est compliqué, mais je me dis, moi, je l'utilise même. Je sais pas comment, mais des fois, je trouve que dans les thèmes, toute planète peut devenir à un moment donné extériorisée. Et comment on la rapatrie? Mais je ne sais pas si j'appliquerais le terme d'anima ou d'animus. Est-ce que cette planète, est-ce que la Lune, c'est mon anima? Et que si je rencontre ma Lune à l'extérieur,
Je sais pas. Moi, je peux vous donner un exemple extrêmement concret. Quand j'étais adolescent, j'avais un certain, je m'étais emmouraché de l'actrice Catherine Deneuve. C'était en quelque sorte une fascination. Et je regardais tous les films d'elle et j'avais une énorme photo d'elle avec son chien accroché au mur. Mais pas de la Catherine Deneuve jeune. Moi, ce qui me plaisait, c'était la figure maternelle, cette image de la grande-mère en quelque sorte. Et ça m'avait toujours amusé parce que souvent, on me disait « Ah oui, elle était très belle lorsqu'elle était jeune ». Genre, sous-entendu, c'était ça qui m'intéressait. Mais en fait, ils n'avaient rien compris. Enfin, ce qui m'intéressait, c'était justement cette figure de femme emblématique, à la fois forte et sensible, à la fois qui avait aussi connu la perte de sa sœur. Et il y a quelque chose qui parlait très très fort à ma lune, à mon thème. Et donc, c'était... Est-ce qu'on peut là considérer que c'était une projection de mon anima, en quelque sorte? Ouais. Et à quel moment... C'est vrai. Et à quel moment est-ce que finalement j'ai cessé cette relation qui me nourrissait parce que j'ai intégré peut-être certaines de ses qualités. J'ai commencé à aller beaucoup au cinéma, à faire ensuite du théâtre, moi, à vouloir être actrice, jusqu'à me rendre compte que c'était un peu plus compliqué que ça parce que j'allais plutôt être acteur. Mais en tout cas, comment est-ce que j'ai pu intégrer à l'intérieur de moi cette figure? Alors après, il y a eu d'autres projections et il continuera d'y en avoir d'autres. Et ça vient nourrir, en quelque sorte, pour moi, l'anima, elle est médiatrice, en fait. C'est une projection, c'est une figure qui vient être médiateur de la relation avec l'âme. Oui, aussi. Mais c'est toujours, oui, on a toujours ces projections. Et c'est ça qui est drôle. C'est très sain, en fait, d'avoir ces projections-là. Parce que du coup, on les projette sur des personnes qui sont inatteignables. Et quand on va rencontrer des vraies personnes autour de nous avec qui on va nouer de vraies relations, on n'est plus dans ces projections. En tout cas, on est moins peut-être aussi. Si on a fait ce travail-là de conscientiser, c'est extrêmement sain d'avoir ces projections-là, surtout à l'adolescence, au début de la vie d'adulte, toute cette période-là, en enfance aussi. Elles seront autrement, les parents et puis les personnes qui sont autour de nous. Oui, oui, l'anima jungien, oui, anima ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme et l'animus qui est à l'intérieur de la femme et qui est donc projeté comme ça, qui nous revient par les rêves, c'est tout ce qu'on peut faire comme l'imagination active, pour parler, pour dialoguer avec cet anima, cet animus. Et alors, lorsqu'on habite cet anima, lorsqu'on rétablit ce dialogue avec l'anima, en quelque sorte, qu'est-ce que l'on vient récupérer et quel lien, pour parler de manière un petit peu tangible, un petit peu, qu'est-ce que l'on récupère et qu'est-ce que l'on intègre à notre conscience? Et quelle est en quelque sorte l'utilité de se relier à cet anima, qu'elle soit d'aller chercher une totalité, ce féminin en nous, d'aller chercher une totalité. Oui, c'est ce qui me plaît aussi. Hein. Ouais. D'aller chercher, comme disait l'anima mundi. Voilà, d'aller faire ce mariage, quoi. De ce qui nous est on pourrait dire comme si on prenait le zodiaque, ce serait comment on intègre en fait finalement les 12 étapes du zodiaque, les 12 signes. Parce que c'est intéressant, souvent, je ne sais pas vous, mais les gens en consultation disent « Ah, mais pourquoi j'ai que des planètes dans cette partie-là ?» Comme si les autres étaient absentes. Mais finalement, ça va être celles qui vont être prédominantes dans nos vies. Mais à un moment donné, on est obligé de faire ce chemin puisqu'il y a des carrés, il y a des oppositions. Enfin, tous les aspects vont nous faire, comme tu l'as si bien dit avec le lion dans le T carré, en fait, même s'il n'y a rien, il y a quand même quelque chose. Donc, Et puis on entre peut-être plus facilement aussi en contact avec nos ombres, parce que s'il y a une partie qui est exilée, l'ombre n'est pas facilement, on ne peut pas facilement mettre l'ombre devant soi. Or, dans l'ombre et derrière l'ombre, il y a aussi l'or. Donc
Donc, c'est peut-être aussi des qualités, une puissance qui va être restaurée, un dialogue avec l'invisible Oui, un qui va processus pouvoir alchimique. se faire, un processus alchimique. Mm. On termine avec nos coups de cœur. Ouais. Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Alors moi, mon coup de cœur, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser, je suis allée chercher un livre que j'ai lu quand j'avais 14 ans, qui est La folle allure de Christian Bobin. Oh, j'adore Christian Bobin. Et en fait, c'est le personnage féminin de la gaieté. Je me rappelle, il y a une phrase, moi, qui, je pense, même en ce moment, c'est « on verra bien ». Donc, il y a cette insouciance, cette légèreté, il y a quelque chose de... Et j'aime beaucoup le titre, La folle allure. Voilà. Et donc, je trouve que ces livres sont tous magnifiques, mais celui-là en particulier, il est vraiment très beau. Et ça ira très bien avec toutes les planètes qui vont rentrer ensuite dans le signe du Gémeaux, hein, parce qu'il y a Mercure, Vénus qui rentre en Gémeaux aussi. Donc oui, puis il y a un rapport aussi aux éléments, puisque tout au début, il y a toujours un rapport aux éléments chez Bobin, parce qu'il écrit beaucoup, il a un lien à l'arbre. Il est taureau d'ailleurs, je crois. Ah, c'est peut-être pour ça que je... Oui, il a du signe du taureau, je crois. Ou alors un ascendant taureau. Mais il est non, juste en 51, il dit. Mais il y a ce rapport justement à la contemplation, je trouve aussi chez cet écrivain. Ah, oui, alors j'ai choisi ce livre, j'en ai plein, hein, mais celui-là, justement, parce que je trouvais que ça me faisait aussi penser à l'insoumission de Lilith, mais d'une manière taureau, c'est-à-dire plutôt la folle allure, la légèreté. Oui, il a du signe du taureau, un ascendant Gémeaux. Ah voilà. Ah bah oui, quand on voit les mots, j'allais dire avec le diamant. Ouais. Et toi, alors, Sophia? Alors moi, c'est très taureau parce que... Et on reste avec la Terre. Parce que... Alors ça, c'est quoi? C'est la teinture végétale, un processus alchimique à la portée de tous. Et dès que le printemps arrive et que les fleurs sont là, on peut les utiliser, pas que les fleurs d'ailleurs, mais on peut utiliser des épices, enfin plein de choses. Et on peut travailler les tissus naturels de manière à faire un pattern, enfin un imprimé, ou alors juste à donner une couleur. Ça, c'est avec des noyaux d'avocat, qui aurait pensé. Et donc, voilà, très organique. Et donc, ça, c'est un petit coup de cœur, teinture végétale. Enfin, il y en a d'autres livres super intéressants, mais voilà, celui-là c'en est un. Pour tous ceux et celles qui veulent passer leur printemps et la saison du taureau à explorer une autre façon alchimique d'être relié au monde. Ici, au Guatemala, il y a beaucoup, beaucoup de studios, de laboratoires, de plus en plus. Et au bord du lac, il y a vraiment toutes les femmes qui donc, font les teintures végétales. Et avec tout le cacao, c'est magnifique. Mais oui, j'adore ça, moi. C'est extraordinaire. Il faudrait que je fasse un stage. J'adore ce coup de cœur. Merci, Sophia. Alors moi, je vais vous parler de mon livre de chevet, celui que je ne quitte plus, que je pourrais lire tous les soirs sans m'en lasser. Ça s'appelle Rupture de Claire Marin, comment les ruptures nous transforment. C'est un livre d'une philosophe qui est disponible en poche et qui est vraiment extraordinaire parce que les ruptures, elles font partie de nos vies, qu'elles soient joyeuses ou tragiques. C'est des sorties de route, mais elles nous définissent peut-être plus que nos identités figées. Elles mettent justement en péril l'idée d'une identité une et constante. Et ce texte me fait du bien. Il parle de moi, de ce que je ressens au plus profond de moi, peut-être en ce moment, mais que j'ai jamais réussi à formuler aussi bien qu'elle. Donc c'est pour ça, je crois que les livres nous parlent quand quelqu'un arrive à formuler mieux que nous ce que l'on pense. Et j'avais envie de finir avec un petit texte. Je me fiche de la durée de cet épisode, visiblement. Avant qu'on ne se l'avoue, qu'on ne le reconnaisse, quelque chose en nous sait, d'un savoir quasi organique, que cette vie nous étouffe, nous entrave et nous pousse vers les lieux où l'on respire, libéré, déployé. Cette conversion de soi et démolition dans les règles, mise à mort intérieure, détestation de cet être étriqué, à l'étroit dans son uniforme. Il faut tuer l'enfant de troupe, l'animal grégaire que les autres ont fait de nous, apprendre à être seul, à se définir par soi-même. Il faut se défaire de l'enfant blessé en soi, se guérir des brûlures du passé. Il faut passer par la nuit, se dépouiller de tout attribut extérieur et supporter l'angoisse d'une identité vide.
La nuit, moment de rupture, est le temps de la lucidité, mise en suspens des contraintes, des normes et des regards qui jugent. Elle offre cet espace où la représentation est acérée, les sens exacerbés. La nuit, le mensonge à soi-même n'est pas possible. Violence d'une vérité, d'une évidence que la nuit libère, déchirant le voile des habitudes. Il suffit de savoir enfin qui l'on est, te connaître, susciter en toi une mutation, et par cela même repousser les limites, trancher tes entraves, te désapproprier de toi-même tout en te construisant un visage, créer ainsi les conditions d'une vie plus vaste, plus haute, plus libre. C'est Claire Marin, Rupture. La nuit. Tellement en accord avec notre thème aujourd'hui. Ouais. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et à noter le podcast. Ça nous permettra de grandir en audience et en écoute. En vous abonnant à notre newsletter, vous recevrez notre livret astrologique 2021, toujours disponible et gratuit, et vous serez informé des nouveautés proposées. Pour aller plus loin, rejoignez-nous sur Tipeee, vous l'avez compris, où nous vous proposerons des textes exclusifs et personnels chaque semaine. Voilà les amis, merci pour cet épisode tout en liberté, tout en insoumission de Lilith. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Merci. Au revoir.